merci à tous pour votre présence. C'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Bernard Fortin, professeur émérite au département d'économique de l'Université Laval, ainsi que Josette Beto, qui, elle, elle est étudiante au doctorat en économie, sous la supervision de Vincent Boucher, si je ne me trompe pas. Il y a également Maud Laberge qui a participé à ce projet-là, qui n'est pas présente avec nous. Donc, M. Fortin discutera avec vous là, d'un rapport qui a été publié, qui a paru au Cyrano, que je vous invite d'ailleurs à consulter et à télécharger sur les effets des mesures incitatives et coercitives mises en œuvre par le gouvernement sur les choix de la pratique des médecins, de la région de pratique des médecins de famille. Donc, la parole est à vous, M. Fortin et Josette. Merci Alexandre. Ça me fait très plaisir d'être là et de faire cette présentation avec Josette Gbeto. Je veux aussi dire qu'on a un quatrième co-auteur, Justin Ndutumu, qui est aussi professeur, étudiant de doctorat à l'Université Laval. Alors donc, le titre de la présentation, c'est Attirer les médecins de famille en région. Oui, c'est possible. Alors donc, on présente un peu le résumé d'un rapport qui a été financé par Cyrano. Voilà. Alors donc, la problématique est la suivante. Malgré un système de santé public qui promet l'accès universel et gratuit, on remarque qu'il peut y avoir des inégalités importantes dans la répartition géographique, en particulier des omnipraticiens au Québec. Et alors, en France en particulier, on appelle ça des problèmes de déserts médicaux dans certaines régions. Alors, la raison de base, c'est qu'au Québec, comme ailleurs au Canada, les omnipraticiens sont des travailleurs autonomes et en absence de mesures appropriées, ils peuvent choisir tout à fait librement leur lieu de pratique. Et ceci peut engendrer des problèmes en particulier en régions éloignées et isolées, du moins en début de notre période échantillonnale, en particulier chez les personnes vulnérables de ces régions. Et c'est une question évidemment très importante pour deux raisons. Un, parce que les personnes en région ont souvent des besoins de santé plus élevés qu'ailleurs, en particulier dans les régions universitaires, et ils vivent loin des centres hospitaliers. Euh, Notre étude porte sur cinq grandes régions, un regroupement des 18 régions socio-sanitaires du Québec en cinq grandes régions, les régions universitaires, les régions en périphérie comme Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, etc., les régions intermédiaires comme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, centre du Québec, et Ottawa, les régions éloignées comme Bas-du-Saint-Laurent, Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord, et les régions isolées comme Nord du Québec et Nunavik et Terre-Crie de la baie James. Donc, on a cinq grandes régions et c'est un regroupement des 18 régions sanitaires et c'est là-dessus qu'on fait notre analyse. Alors, on commence en 1975. C'est les mesures qui ont été introduites par le gouvernement du Québec. Ça a commencé en 1975 et la raison, c'est que on s'est rendu compte à cette époque-là que il y avait effectivement des déséquilibres dans la répartition des omnipraticiens entre les différentes régions et en particulier entre les régions universitaires où il y avait 69
omnipraticiens par 100 000 habitants et les régions, et les autres régions, en particulier les régions éloignées, isolées, où au lieu d'avoir 69 omnipraticiens, il y en avait 47, donc omnipraticiens. Donc, il y avait en gros seulement 68% du même rapport dans les régions universitaires, dans les régions éloignées et isolées. Un peu la même chose dans les régions périphériques, en périphérie des régions universitaires et les régions intermédiaires. Alors, face à une telle inégalité dans la répartition territoriale des omnipraticiens, le Québec a introduit donc dès 1975 différentes mesures pour, dans le but d'influencer le choix du lieu de pratique, en particulier des nouveaux omnipraticiens. Et donc, notre étude Cyrano, qui vient de paraître, là, qui est parue en fait au début de 2025, analyse l'effet des mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement du Québec entre 1975 et 2021 sur le choix du lieu de pratique des nouveaux omnipraticiens, des nouveaux médecins de famille, si vous voulez. Alors, quelles sont ces mesures? On va passer à travers, si vous voulez, les différentes mesures à l'étude. D'abord, les bourses. Alors, ce sont des bourses. D'abord, en 75, on a introduit des bourses aux étudiants en externat, donc pour un maximum de 2 ans, à partir de 1975. Et ça a été généralisé en 1986 pour des bourses contrats aux résidents en médecin de famille pour un maximum de 2 ans aussi. Alors, c'était des bourses conditionnelles à pratiquer en région éloignée ou isolée. La RAMQ donnait fixait un endroit pour que le médecin, après qu'il ait reçu son diplôme, s'installe dans une région éloignée ou isolée. Et c'était pour le même nombre, au minimum, pour le même nombre de régions, le même nombre d'années que le nombre d'années de bourse. Alors sinon, s'il n'y allait pas, il devait rembourser les montants de bourse reçus, intérêts et capital. Alors, la deuxième mesure, c'est ce qu'on a appelé la rémunération différente selon les régions. Rémunération différente, majorée ou minorée. C'est-à-dire, par exemple, en 1982, le début de l'introduction le début de cette mesure, rémunération différente. En 1982, un nouvel omnipraticien recevait 115% du tarif de base s'il pratiquait en région éloignée ou isolée. En région intermédiaire, il recevait, ça changeait pas, c'est 100% du tarif de base. Par ailleurs, il était pénalisé en région universitaire ou en région périphérique, en particulier en cabinet. Il recevait seulement 70% du tarif de base. Donc, il était une rémunération minorée qui était en fait abolie en 2004. On en parlera pourquoi plus loin. Et ces mesures, les primes ont changé dans le temps. Par exemple, en 2004, en région isolée, c'était la prime, c'était en tout cas le montant, là, c'était 130% en établissement et 120 en cabinet. Alors ici, je présente une carte de la rémunération différente des omnipraticiens en région, selon la région en 2022. Alors, il y a différentes couleurs. En gros, il y a à peu près 6 régions. Et les régions les plus généreuses, si vous voulez, c'est les régions en vert où c'était 130% en établissement et 120% en cabinet. Et
en jaune, c'était aussi donc dans le nord du Québec, c'était aussi le 130% en établissement et 120% en, en région, en cabinet. Alors, je passerai pas trop de temps là-dessus, mais vous voyez, ici, par exemple, en beige, qui inclut Montréal, Québec et l'Estrie, les régions universitaires, donc c'est 100% du tarif de base, donc il n'y a pas de prime dans ces régions-là. Alors, la troisième mesure, c'est les plans régionaux d'effectifs médicaux, qu'on appelle aussi les PREM, sont des mesures coercitives qui ont été mises en place en 2004. C'est pour ça qu'en 2004, la minoration de la rémunération différente a été, dans les régions universitaires, a été abolie, mais ça a été compensé, si vous voulez, par l'introduction des plans régionaux d'effectifs médicaux. Essentiellement, donc, c'est des mesures coercitives. Le gouvernement a une cible annuelle à atteindre, un quota maximal, si vous voulez, dans chacune des régions universitaires et pas universitaires, mais socio-sanitaires. Et donc, ça veut dire que tout nouveau entre autres, ça veut dire que tout nouveau omnipraticien qui veut s'installer dans une région de pratique, il doit obtenir un avis de conformité du département régional de médecine générale, le DRMG. Et il doit obtenir cet avis de conformité. Et si cet avis de conformité, et si, et, je m'excuse. Et l'avis de conformité ne peut pas être délivré si la cible des prêmes n'a pas été atteinte. Alors, je m'excuse, si la cible a été atteinte. Et c'est sous peine d'une pénalité très sévère, dans le sens que si vous demandez, si vous vous installez dans une région universitaire, par exemple, et que vous n'avez pas obtenu un avis de conformité, vous êtes pénalisé, votre rémunération est coupée de 30%. Donc, c'est très, très pénalisant si vous n'avez pas d'avis de conformité. Alors, en 2015, les prêts sont devenus plus contraignants. En fait, avant, on pouvait contourner les prêmes, les pénalités, en travaillant en établissement, dans les hôpitaux, plutôt qu'en cabinet. Cette possibilité a été abolie en 2015 et donc ça diminue, ça augmente ça rend le système, les prêts plus contraignants. Et deuxièmement, la planification a été plus détaillée des avis de conformité. Ça s'est fait non plus au niveau des régions socio-sanitaires, mais au niveau des sous-territoires des régions socio-sanitaires, donc plus détaillé encore. Alors, il y a eu d'autres mesures qui ont été introduites, des primes d'installation dont on tient compte, des primes d'éloignement, des primes de rétention qu'on va analyser dans un prochain rapport, formations continues aussi en régions éloignées et régions isolées, qu'on n'analyse pas dans ce présent rapport. Alors, voilà, ceci, c'est un graphique important de notre analyse statistique, si vous voulez, description statistique, qui donne l'évolution pour l'ensemble du Québec et pour les cinq régions, regroupements des régions socio-sanitaires. Alors, si vous regardez la ligne euh, très pointillée, ça c'est la région universitaire. Et la ligne en continu rouge, c'est les régions isolées. Et les régions en orange, c'est régions éloignées. Et la ligne pointillée, c'est la somme des régions éloignées et isolées.
Alors, ce qu'on voit essentiellement, c'est que quand on part de 2000, de 1975, on voit que les régions universitaires, comme on a vu tantôt, là, étaient la fraction des médecins en région universitaire, des omnipraticiens, était plus élevée que dans les régions isolées et éloignées. Mais il y a eu un retournement, comme si vous regardez en 2021, on voit que dans les régions éloignées et isolées, maintenant, le nombre de médecins d'omnipraticiens par 100 000 habitants est devenu plus élevé que dans les régions universitaires. Parce que dans les régions universitaires, finalement, ça a plafonné à partir de 2004, entre autres. C'est relié possiblement à l'introduction des prêmes. Euh, euh, alors, si je vais plus loin, euh, et je décris un peu ce qu'on vient de voir. Euh, Au niveau de l'ensemble du Québec, à l'intérieur de notre période, de 75 à 2001, le taux de croissance sur l'ensemble de la période, c'était 140%. Donc, il y a eu une hausse du nombre de praticiens de 140%. Mais dans les régions universitaires, la hausse était moindre. C'était 110% entre 75 et 2021. Mais par ailleurs, dans les régions éloignées et isolées, le taux de croissance était de 306%. Donc, le taux de croissance des omnipraticiens dans les régions éloignées et isolées a surpassé est plus élevé que dans les régions universitaires, et de sorte que le nombre de médecins omnipraticiens est à 191 par 100 000 habitants dans les régions éloignées isolées, alors que c'est à 145 omnipraticiens dans les régions universitaires. Alors, évidemment, c'est difficile d'attribuer tout ça, ces changements-là, aux mesures que je viens de décrire, parce qu'il y a toutes sortes d'autres choses qui se sont passées. Il y a d'autres variables de contrôle qui ont pu changer. Et donc, ça justifie la mise en œuvre d'un modèle économétrique pour analyser l'effet causal des mesures introduites par le gouvernement sur ces changements dans le nombre de médecins, de nouveaux médecins durant la période échantillonnale. Un autre point que je veux souligner, c'est on peut se demander pourquoi la fraction, il y a la fraction importante en 2024, il y avait une fraction importante de la population québécoise, un sixième qui n'avait pas de médecin de famille, et bon, il y a un problème de pénurie de médecins, alors que ça semble avoir s'être accru dans le temps. Et les raisons sont les suivantes, en tout cas, il y a certaines raisons. Un, c'est que la proportion des omnis qui travaillent en urgence ou passent un temps important dans les activités non cliniques s'est accrue. Deuxièmement, il y a eu une réduction du temps de travail clinique, en particulier en 2006 et 2015, et il y a eu une baisse du nombre de jours de 2003 jours à 184 jours du temps de travail clinique des omnipraticiens. Aussi, il y a la féminisation croissante de la profession, par exemple, en 72, c'est 6% des femmes qui étaient, je m'excuse, des omnipraticiens qui étaient des femmes, alors qu'en 2024, c'était 62% des omnipraticiens qui étaient des femmes. Donc, explosion de la profession féminine dans cette profession. Donc, et les femmes sont moins attachées au marché du travail pour des raisons évidentes. Alors donc, ici, dans cette recherche-là, on se limite au changement dans les effectifs médicaux et pas dans
ce qu'on appelle les équivalents plein temps, là, les heures de travail, par exemple. Ça, on n'analyse pas ici, on va analyser ça dans une autre recherche. Alors, c'est pour ça que ça explique le phénomène. Alors, aussi, euh, comme il y a beaucoup plus de médecins omnipraticiens dans les régions éloignées et isolées par rapport aux régions universitaires, on peut se demander, bon, donc, est-ce qu'il y aurait un excédent de médecins dans les régions éloignées et isolées par rapport aux régions universitaires? Réponse, en ce qui concerne les services de santé, c'est vraiment pas le cas parce que en 2019, tous les indicateurs de santé sont défavorables dans les régions éloignées, les régions rurales, en comparaison aux régions urbaines, dans les régions métropolitaines de recensement. Par exemple, quand on regarde les taux de mortalité cardiaque ou vasculaire, les maladies pulmonaires chroniques, l'espérance de vie à la naissance, tout ça, c'est plus faible. L'espérance de vie à la naissance, c'est plus faible et les maladies sont plus élevées dans les régions rurales que dans les régions urbaines. Alors, et une raison, c'est que dans les régions métropolitaines de recensement, les personnes sont, la population est plus proche des services de santé de pointe et en général, ils ont des meilleures conditions de vie. Donc, c'est pas seulement les médecins qui ont des effets positifs sur les services de santé. Il y a toutes sortes d'autres facteurs qui peuvent jouer. Alors, j'arrive aux objectifs du rapport, qui est de développer des modèles économétriques pour estimer le choix du lieu de pratique du nouveau médecin, des nouveaux médecins. Donc, essentiellement, on a 18 régions socio-sanitaires regroupées en des 5 grandes régions dont j'ai parlé. Et comme il y a un bruit aléatoire, si vous voulez, pour chaque médecin, ça nous donne compte tenu de ses caractéristiques et des caractéristiques de la région, ça donne les 18 probabilités que le médecin s'installe dans une ou l'autre des 18 régions. Alors, on estime les modèles grâce à des micro-données médecins dont je vais parler. Et on analyse l'impact des changements dans les paramètres des 3 mesures principales dont j'ai parlé, les bourses, la rémunération différente et les prêmes sur le choix du lieu de pratique des nouveaux médecins. Maintenant, en ce qui concerne les données, ce sont des micro-données médecins qui proviennent de la base de données de l'ICIS. Alors, l'ICIS, c'est l'Institut canadien d'information sur la santé. Durant notre période échantillonnaire, entre 75 et 2021, on a 18 290 nouveaux médecins omnipraticiens. Alors, avec des caractéristiques observées. Alors, la base de notre base de données inclut les omnipraticiens du privé et non seulement du public, mais exclut les médecins en congé parental et les médecins et les résidents aussi. Remarquez que notre base diffère des médecins de la des données de la RAMQ, du M3S ou de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. D'ailleurs, on n'avait pas accès à ces données. On a essayé de les avoir, mais pour des raisons de confidentialité, on n'a pas pu avoir accès à ces données-là. Mais ça devrait, selon ce qu'on nous a dit, ça devrait pas trop changer, affecter les résultats. En particulier parce que notre période échantillonnaire est avant le grand virage des omnipraticiens vers le privé. Et on a aussi construit une base de données sur l'évolution des paramètres des 3 mesures à l'étude durant la période. Alors, pour les mesures, les bourses,
la rémunération différente et les prêmes, on a, pour chacune des années, on a construit des paramètres qui reflètent ces mesures-là, ces trois mesures principales. Alors, le modèle de choix, je termine là-dessus. Le modèle de choix qu'on a retenu, le modèle de base qu'on a retenu, c'est ce qu'on appelle un modèle Logit. Un modèle Logit qui suppose que le nouveau médecin, une fois qu'il a son diplôme, choisit sous différentes contraintes la région de pratique euh, qui, parmi les 18 régions de pratique, qui maximise son bien-être. Euh, et, euh, et son bien-être dans une région dépend de quoi? Dépend des caractéristiques du médecin qu'on observe, caractéristiques observées, par exemple la langue maternelle. Bien évidemment, un médecin anglophone va être attiré par les régions où la proportion de la population qui est de langue maternelle anglaise est plus élevée, comme Montréal ou comme d'autres régions. Euh, c'est aussi, par exemple, la distance entre la région et la faculté de formation du médecin qui peut jouer. Si cette distance-là est faible entre la région et la faculté de formation, ça peut inciter le médecin. C'est un facteur d'attraction pour le médecin. Les formations hors Québec, alors les médecins qui ont été formés hors Québec et qui s'installent au Québec, en général, sont plus incités à s'installer à Montréal. Alors le genre aussi, masculin, féminin, l'âge sont des facteurs qui jouent. Et la décision du médecin de s'installer dans une région donnée dépend aussi des mesures incitatives et coercitives qui s'appliquent à la région. Euh, donc, région universitaire versus région éloignée, isolée. Euh, les loisirs aussi, est-ce que les loisirs sont attrayants ou moins attrayants selon la région? On met des effets fixes par région aussi. Le nombre de médecins qui sont en place par 100 000 habitants, le revenu médian des habitants dans la région. Alors, tout ça peut attirer, sont des facteurs qui peuvent influencer la décision du médecin de s'installer dans une région. Donc, les caractéristiques du médecin et les attributs de la région. Et dans un modèle plus complexe, qu'on appelle le logit mix, ça tient compte aussi que les préférences du médecin peuvent varier selon des caractéristiques qu'on n'observe pas. Donc, ce sont des modèles plus complexes, mais qui sont plus réalistes. Alors, je laisse Josette. Je vais vous présenter les principaux résultats de notre étude qui vise à analyser l'effet des différentes politiques mises en place pour encourager l'installation des médecins de famille dans les différentes régions du Québec. Nous allons commencer par présenter un aperçu de l'évolution de la répartition des nouveaux médecins dans différentes régions du Québec et ensuite présenter les résultats économétriques. Donc ici, dans ce tableau, je présente la répartition des nouveaux médecins de famille entre 1975 et 2021 selon les différentes régions. Et on observe une baisse marquée de la part des médecins qui s'installent dans les régions universitaires et qui passe de 54% en 1975 à 34% en 2021. Et il faut noter ici que cette baisse est particulièrement plus prononcée après 2005 et qui coïncide avec l'introduction des prêmes. En parallèle, on peut noter une augmentation de la part des nouveaux médecins de famille qui s'installent dans les régions éloignées et isolées. Et cette part
cette part, ça passe de environ 8,37% en 1975 à environ 14% en 2021. Donc, on note un retournement de situation. Mais je précise ici qu'il s'agit de simple analyse descriptive et en aucune manière nous ne pourrons attribuer ce retournement de situation aux différentes mesures et mises en place par le gouvernement du Québec, d'où l'importance de notre modèle économétrique. Alors, ici, je vous présente les résultats de notre modèle économétrique. L'objectif ici est d'estimer l'effet des incitatifs financiers, c'est-à-dire la rémunération différente et la bourse, sur la probabilité qu'un nouveau médecin de famille s'installe dans une région donnée. Nous pouvons observer qu'une hausse, par exemple, de 10% du taux de rémunération différente dans les régions éloignées augmente de 4% la probabilité qu'un nouveau médecin de famille s'y installe. Et cette augmentation est plus forte à mesure qu'on s'éloigne des grands centres, sauf dans les régions isolées où l'effet est plus modeste. En ce qui concerne les bourses, on peut aussi remarquer une hausse de la probabilité de s'installer dans les régions éloignées et isolées. Par exemple, une hausse de 10% des bourses en régions éloignées est accompagnée d'une hausse équivalente de 10% de la probabilité qu'un nouveau médecin de famille s'y installe. Mais il faut aussi noter que l'effet est toutefois moindre dans les régions isolées où cette probabilité n'est que de 3,6%. Nous avons estimé aussi l'effet des plans régionaux d'effectifs médicaux mis en place en 2004 et renforcés en 2015. Et de façon générale, on peut observer que les prêts ont augmenté de manière significative la probabilité que les nouveaux médecins de famille s'installent dans les régions périphériques et les régions et les régions intermédiaires. Par exemple, après 2004, on observe que la probabilité qu'un nouveau médecin s'installe en région périphérique augmente de 85% et cette probabilité augmente de 66% et dans les régions intermédiaires. Ici, on peut également noter que ces mesures semblent avoir des effets contre et productifs en ce qui concerne les régions éloignées, parce qu'on observe une baisse de la probabilité que les nouveaux médecins de famille s'installent en régions isolées. Et après 2015, on observe un durcissement de ces effets et plus remarqué en région intermédiaire où la probabilité qu'un nouveau médecin s'y installe augmente de environ 112%. Notre modèle nous permet aussi de mettre en lumière et d'autres facteurs importants. Par exemple, plus la région est éloignée du lieu de formation du médecin, moins le médecin est enclin à choisir à s'installer dans cette région. Ce qui souligne l'importance des campus délocalisés pour l'attraction des nouveaux médecins. On observe également que les nouveaux médecins qui ont été formés hors du Québec et ceux qui sont des médecins non francophones ont plus tendance à s'installer dans la région de Montréal plutôt qu'ailleurs au Québec. On observe aussi des différences sociodémographiques. Par exemple, on observe que les omnipraticiens hommes
ont plus tendance à s'installer dans les régions intermédiaires et éloignées, plus comparées par rapport aux médecins de famille femmes. Et les jeunes médecins de famille ont aussi plus tendance à aller s'installer à l'extérieur de la région de Montréal. Et cet effet est plus prononcé dans les régions éloignées et isolées. On observe également qu'une hausse du nombre de médecins, de médecins par 100 000 habitants dans une région donnée augmente la probabilité qu'un nouveau médecin s'installe dans cette région. Donc, la présence des collègues dans une région semble être aussi un facteur d'attractivité. Bien que la majorité des politiques mises en place par le gouvernement du Québec aient eu des effets positifs sur l'attraction des médecins vers les régions éloignées, certaines mesures peuvent avoir des effets inattendus. Les prennent, par exemple, en restreignant le choix des médecins et des régions universitaires, peut décourager des médecins à choisir la médecine familiale. Et cette contrainte des plans régionaux d'effectifs médicaux peut également inciter les nouveaux médecins à se tourner vers les privés. Mais il y a récemment une nouvelle loi qui limite les médecins de famille à exercer pendant les 5 premières années de leur pratique dans le secteur public. Donc, cela peut renforcer encore la problématique liée au choix de la spécialité. Les nouveaux médecins peuvent choisir les spécialités où ils ne seront pas contraints par ces mesures coercitives. Alors, il serait important de documenter les dynamiques de ces phénomènes pour en tenir compte dans la prise des décisions politiques. Donc, en résumé, les 3 mesures analysées, c'est-à-dire la rémunération différente et les mesures de bourse et les primes, ont globalement atteint leur objectif, c'est-à-dire encourager plus les médecins à s'installer hors de la région de Montréal. Mais il reste des défis. Pour la suite, il serait intéressant d'analyser si ces médecins resteront plus longtemps dans les régions choisies et des analyses sur le temps de travail réel des médecins et également la prise en compte ou élargir l'analyse sur d'autres professionnels comme les spécialistes et les infirmiers seront vraiment idéales pour la prise des décisions en ce qui concerne la répartition des médecins. Il serait aussi utile d'analyser l'impact de ces différentes politiques sur les inégalités de l'accès aux soins de santé par la population et également faire des analyses coûts-bénéfices. Et je précise que l'ensemble de ces extensions sont prévues pour une nouvelle étude financée par Cyrano. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.